Les entretiens médicaux d'Anguin avec AG2R La Mondiale. Vincent Auvigne, je ne le vois pas encore à l'écran, mais il va arriver. Et voilà, Vincent Auvigne est avec nous. J'ai une première question à vous poser par rapport à la mortalité. Est-ce qu'on doit parler finalement, quand on parle de Covid, de la mortalité ou est-ce qu'on doit parler de surmortalité due au Covid? Vincent Auvigne. Je crois que c'est deux notions bien différentes. La mortalité due au Covid, ça va être si je reprends mon numérateur et mon dénominateur, ça va être le nombre de personnes qui meurent par rapport du Covid par rapport aux personnes présentes à un moment donné. La surmortalité, c'est plutôt une notion démographique. Donc, il y a des chiffres qui sortent, c'est par rapport c'est ceux de l'INSEE. C'est par rapport à la mortalité habituelle, parce qu'on sait que par an en France, on doit être à peu près à 800 000 morts par an en France, c'est une génération. La surmortalité, c'est beaucoup plus démographique, ça va être le nombre de morts supplémentaires, qui a bien été montré pour ce qui est arrivé en mars, avril, par rapport au même mois de l'année précédente, en particulier quand on regarde les départements les plus touchés, donc le Haut-Rhin, par exemple, pour le mois de mars, quoi. Donc je crois que c'est les deux critères, enfin il faut regarder les deux de façon complémentaire. J'ai des questions qui m'arrivent, je vais les... Alors, identification des clusters, de quelle manière les incluez-vous néanmoins dans vos modélisations? Alors, elle n'est pas très claire la question, je la répète. Dans les paramètres d'incertitude, dont la non claire... Alors, bon, j'ai un petit problème de Messenger. Ok, écoutez, on va passer à une autre question. Comment, Dominique Nguyen, on caractérise un cas Covid? Comment on dit cette personne-là est décédée du Covid, alors que en fait il avait des comorbidités. On peut peut-être penser que cette personne, si elle n'avait pas attrapé la Covid, elle serait décédée 3-4 mois plus tard d'autre chose, ou alors que si elle avait attrapé la grippe avant, on aurait pu dire elle est décédée de la grippe. Donc comment on dit que telle ou telle personne est décédée de la Covid et qu'on la comptabilise dans les morts Covid? Alors, effectivement, c'est un problème qui n'est pas facile à résoudre. Il faut déjà avoir des arguments qui permettent de penser que la personne a la Covid. Maintenant, on a les tests PCR, on a les tests antigéniques et surtout, enfin pour nous en tant que radiologue, on a le scanner pulmonaire qui s'avère être extrêmement fiable. Maintenant, il est bien certain que le taux de mortalité est important chez les personnes qui ont des comorbidités. C'est là où on va avoir des difficultés à savoir si la Covid a accentué la gravité de la maladie initiale ou si la Covid est la cause du décès. On a quand même pas mal avancé au niveau des risques de ce coronavirus. On s'est rendu compte, au départ, on pensait que c'était uniquement une maladie respiratoire. Et très vite, on s'est aperçu qu'en fait, c'est également une maladie vasculaire. Donc, les patients peuvent décéder d'accidents vasculaires cérébraux, d'infarctus du myocarde, voire d'insuffisance rénale. Donc, je crois que... alors, c'est un petit peu le problème que l'on va avoir pour faire la comptabilité au niveau statistique. À l'hôpital, on peut pratiquement être assez sûr des chiffres que l'on avance en termes de mortalité face à la Covid.
c'est quand même beaucoup plus difficile au niveau de la mortalité des gens qui sont décédés, par exemple, à domicile. Oui. Vous êtes, par rapport à cette attribution des décès dus à la Covid dans les statistiques, comment, j'aimerais avoir aussi votre point de vue d'épidémiologiste pour savoir comment on peut avoir des chiffres réellement fiables en fait. Et notamment, vous parliez tout à l'heure de la comparaison d'un pays à l'autre, comment on comptabilise nos morts Covid en France, en Belgique, en Italie, est-ce que tout ça est bien fiable, et c'est important de savoir comment on attribue en fait la mortalité à la Covid. Alors, en France, les statistiques qui sont produites quotidiennement par Santé publique France et qui sont mises en ligne sur datagouv.fr ou sur l'Observatoire Géode, c'est les statistiques de mortalité hospitalière. Donc là, c'est les statistiques des gens qui sont diagnostiqués Covid positifs, donc actuellement qui ont PCR positif, et qui décèdent. Donc là, on ne prend pas en compte les comorbidités ou là, alors, ils ont le Covid et ils sont décédés. Et c'est pour ça qu'après, l'autre indicateur statistique, démographique de surmortalité, ben celui-là, il permet de voir l'excès de morts par rapport aux morts habituelles. Donc là, on est vraiment quelque chose de très démographique, très, très macro, mais qui permet quand même de voir l'impact de la pathologie, quoi, qui a été assez impressionnant sur le mois d'avril-mai dans les départements les plus touchés. C'est vrai qu'après, il y a des gens qui disent, bah oui, mais globalement, sur l'année, il n'y a pas eu tant de mortalité que ça, donc c'est pas si grave que ça. Alors là, je crois qu'il y a deux défauts de raisonnement. D'une part, il y a eu le confinement à partir du 17 mars 2020, donc on a stoppé net le nombre de cas. Donc voilà, ce qu'on a eu comme mortalité, c'est pas ce qu'il y aurait eu si on n'avait rien fait. Voilà, ça c'est le point le plus important. Puis aussi, il y a d'autres évaluations qui sont difficiles à quantifier sur le fait que le confinement a aussi diminué d'autres mortalités, en particulier la mortalité par accident de la route, qui a beaucoup baissé, qui peut jouer dans l'autre sens, ou la mortalité par la grippe ou par d'autres infections, d'autres maladies infectieuses, avec le fait que la réduction des contacts sociaux a aussi agi sur les autres maladies. J'ai une question qui m'arrive sur Internet. Elle est peut-être pour vous, Dominique Nguyen. Est-ce que le taux de mortalité de la grippe, est-ce que le fait d'être vacciné contre la grippe fait baisser le taux de mortalité Covid? Alors, il y a des études qui commencent à sortir en disant que les vaccins antigrippaux diminuerait la possibilité d'avoir une forme grave de la Covid en renforçant l'immunité. Mais ces quelques papiers qui sortent, ce sont des papiers de pré-publication, donc n'ont pas été encore validés. Il est bien certain que on s'est posé aussi des questions avec la vaccination par le BCG. Il semblerait aussi que, en augmentant l'immunité, le BCG puisse, en augmentant le nombre de lymphocytes T, le BCG pourrait éventuellement diminuer le risque de faire des formes graves. Mais bon, moi je ne suis pas immunologiste, donc je suis pas très très compétent pour vous répondre. Je peux simplement vous dire ce que j'ai vu dans la littérature. Ce qu'on peut dire néanmoins, c'est que de toute façon, c'est bien de se faire vacciner contre la grippe, qui est une répercussion positive ou pas sur la Covid. C'est toujours bien, de toute manière, de se faire vacciner contre la grippe et d'augmenter la couverture vaccinale et de ne pas prendre un risque supplémentaire, surtout quand on a des comorbidités. Alors, tout à fait. Alors, d'autant plus que ça, les épidémiologistes pourront peut-être nous le dire. Il semblerait que pour l'hiver précédent,
Il y a eu moins de mortalité pour la grippe saisonnière. Donc, est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est en rapport avec la compétition entre deux virus? Ça, je ne sais pas. Et puis aussi, il y a un autre élément qui est important, c'est lorsqu'on a été vacciné par la grippe, même si on n'est pas protégé à 100%, et que on a un syndrome grippal, le diagnostic sera peut-être un petit peu plus facile pour s'orienter vers une infection par le Covid. Alors, j'ai quelqu'un aussi qui me dit sur Internet pourquoi on ne parle pas des autres symptômes. On en parlera plus tard dans le congrès avec d'autres communications. On me dit aussi pourquoi la Covid-19 présente une deuxième vague, contrairement au virus de la grippe. La grippe, elle va revenir aussi, hein, non? La grippe, déjà, il y a des vagues chaque année. Déjà. Sur la grippe en 1918, donc ce qui est décrit dans la littérature, c'est qu'il y a eu, je crois, c'est 2, 3 ou 4 vagues les années suivantes, donc il y a eu plusieurs vagues. Puis aussi, ce qui se passe très, très simplement, c'est que la grippe, c'est une maladie, bon, on se vaccine, mais le virus n'est pas arrêté complètement, on continue de vivre, donc tout le monde a à peu près son immunité contre la grippe, plus ou moins forte, plus ou moins importante, mais tout le monde a été plus ou moins contacté par des virus grippaux. Alors que là, on a un virus nouveau, donc maintenant c'est à peu près net, il y a très peu d'immunité croisée avec les autres coronavirus. Un virus nouveau qui arrive dans une population qui est vierge, qui a commencé sa progression en novembre-décembre 2019, qui a explosé chez nous au mois de mars. On a tout arrêté le 17 mars, mais le virus est toujours là. Il y a encore une grande partie de la population qui est sensible au virus. Donc là, la deuxième vague, c'est simplement le virus du SARS-CoV-2 qui reprend sa route au sein de la population parce que c'est un virus qui est très bien adapté et qui a ses caractéristiques propres, font qu'il est très, très contagieux et avec une contamination, une excrétion présymptomatique aussi qui fait qu'il va contaminer beaucoup de monde et que comme il n'est pas énormément mortel non plus, eh ben, les gens restent vivants, donc continuent à contaminer, donc il poursuit sa route qu'on avait interrompue au mois de mars pour le premier confinement. J'ai une autre question pour vous, Vincent Hoving. Vous avez parlé d'immunité croisée. Les spécialistes savent bien ce que c'est. Ce serait utile, je pense, pour le grand public de repréciser ce qu'est l'immunité croisée. L'immunité croisée, c'est quand on a une immunité spécifique pour un agent infectieux qui va protéger pour un autre agent infectieux. En général, c'est de la même famille. Donc, les coronavirus, c'est des virus très, très fréquents. Il y en a qui existent dans le milieu vétérinaire, chez les bovins, chez les volailles, chez les porcs. Chez les hommes, il y en a qui circulent tous les ans et qui vont faire des rhumes banals tous les ans. Donc, on pouvait se poser la question de savoir est-ce que l'immunité qu'on a acquis depuis la tendre enfance en ayant des rhumes à coronavirus, est-ce qu'elle peut nous protéger contre le SARS-CoV-2? Alors là, pareil, je ne suis pas immunologiste non plus, mais ce que j'ai pu en lire, c'est qu'il n'y a pas de forte immunité croisée, sinon il n'y aurait pas eu cette épidémie parce que parce que tout le monde a vu ces autres virus, donc tout le monde a cette immunité. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que finalement, il va nous falloir du temps pour analyser tous ces chiffres, parce que là, on regarde tout un tas de données à chaud, mais par exemple, la surmortalité, on va pouvoir la regarder sur un an en comparant ce qui s'est passé cette année à l'année précédente et peut-être à la moyenne des 10 années précédentes. Donc il va falloir sans doute beaucoup de temps et puis, comme vous le disiez, de la constance dans les échelles pour comparer ce qui est comparable. Je me trompe ou pas, Vincent Hoving? Il faudra faire
le bilan à terme. C'est aussi la difficulté de la crise, c'est que là, les médecins, les décideurs politiques doivent prendre des décisions rapidement. On ne peut pas se permettre d'attendre de tout savoir parfaitement avant de prendre des décisions. Donc, on a des décisions qui sont prises dans l'incertitude. Et voilà, il faut admettre que qu'on peut pas faire autrement, quoi. Et aussi, toutes les modélisations, en général, toutes les projections qui peuvent être faites, leur objectif, c'est qu'elles se réalisent pas. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, si on fait rien, il y aura tant de morts, mais on espère bien qu'on va se tromper sur les modélisations parce que les mesures qu'on va prendre vont aller contre ce qu'on pensait pas. Pour pouvoir se comparer au niveau mondial, est-ce qu'il y a une standardisation qui existe dans les statistiques? Est-ce qu'il y a au moins une standardisation européenne? Quid de zones plus compliquées au niveau des chiffres comme l'Afrique, comme l'Asie? Comment ça se passe là? J'ai l'impression qu'il y a un flou quand même. Mais déjà, entre les différents pays européens, quand on parle des mortalités, il y a un flou. C'est sûr que par rapport aux pays africains, déjà qu'on a des populations plus jeunes, donc on n'a pas les mêmes facteurs de risque, mais qu'on parle le même niveau d'équipement hospitalier et le même niveau de capacité de diagnostic, les chiffres qu'on peut avoir on n'a pas à les comparer par rapport à des chiffres français, quoi. Je pense que comparer un nombre de cas au Burkina Faso par nombre de cas en France, ça n'a pas de sens, quoi. Et aux États-Unis, par exemple, alors je ne connais pas la situation très en détail, mais je pense qu'il y a des situations très différentes suivant les États, même suivant les comtés, où chacun a un peu sa politique statistique. Et la comparaison est difficile. C'est pour ça que la comparaison dans le temps sur une même zone donne plus d'informations, savoir est-ce que ça s'améliore, est-ce que ça continue à se dégrader. Mais vous savez que les gens aiment bien comparer, et les États, d'ailleurs, eux-mêmes aiment bien se comparer pour valoriser leur action politique ou valoriser leur système de santé. Donc, je pense que c'est peut-être important de comprendre que tout n'est pas comparable, non? Oui, surtout, tout n'est pas comparable. Il faudra peut-être après revoir précisément la façon dont sont comptabilisés les cas et les décès. En Europe, quand même, il y a un effort de standardisation qui est fait avec le CDC, le Centre européen des maladies contagieuses, qui est basé en Suède, qui donne des chiffres avec une définition de cas assez précise. Donc, je pense qu'au niveau européen, on peut arriver à comparer les choses quand même, pour les nombres de cas. Tout n'est pas comparable, mais les gens aiment bien se comparer. Là, j'ai une question sur Internet qui dit « Pourquoi l'Allemagne s'en sort beaucoup mieux que la France ?» Alors, c'est une question qui est intéressante. Elle est intéressante pas simplement pour savoir pourquoi l'Allemagne s'en sort beaucoup mieux de la France, mais intéressante pour savoir si justement les chiffres qu'on a de part et d'autre nous permettent de dire que l'Allemagne s'en sort beaucoup mieux que la France, oui ou non? Qu'est-ce qu'on compare là, par exemple, par rapport à cette question? Et puis après, on répondra quand même, est-ce que l'Allemagne s'en sort mieux que la France? Donc, Vincent Auvigne. Alors, sur la comparaison des chiffres avec l'Allemagne, là, j'ai pas étudié l'expression allemande en détail, donc je peux pas vous dire précisément s'il y a des différences dans la comptabilisation des cas, mais j'ai pas de doute sur le fait que les cas allemands sont bien comptabilisés avec précision. Même s'il peut y avoir des petites différences sur les détails. Mais après, pourquoi est-ce que la situation les Allemands s'en sortent mieux? Donc, on a dit oui, c'est parce qu'ils ont plus d'hôpitaux et qu'ils sont mieux organisés en réanimation. Mais comme on a bien vu que le fait d'avoir une bonne réanimation, c'est pas un facteur suffisant parce qu'il y avait un énorme taux de mortalité, même si on avait des lignes de réa. Donc, je pense que c'est pas ça qui explique. C'est qu'ils ont eu moins de cas lors de la première vague. Il peut y avoir un facteur chance. Donc, nous, en France, on a été très impactés, par exemple, parce qu'il s'est passé dans le Haut-Rhin, avec une explosion subite suite à un grand rassemblement. Donc là, le facteur chance, ça joue pour ce type de maladie. Après, il peut y avoir les différences dans l'organisation sociale. Les pays où on va plus ou moins au restaurant, et très concrètement, ça peut jouer.
c'est une des explications qu'on a pour le fait qu'il y a eu des situations très difficiles en Italie ou en Espagne. C'est parce que c'est une organisation sociale qui est différente des autres pays, avec plus de restaurants et aussi beaucoup plus de vie intergénérationnelle, donc entre les personnes âgées qui sont chez leurs enfants, chez leurs petits-enfants, qui est un facteur de risque pour le Covid, même si c'est plutôt un facteur de bonheur pour les personnes qui sont accueillies comme ça par leur famille. Vincent Vigne, dans votre intervention, à un moment, vous avez dit il faut des données, mais il faut pas trop de données parce que ça peut en fait entraîner des confusions. Et d'après ce que je comprends, moi, de vos interventions aux uns et aux autres, il y a quand même une multitude de facteurs qui peuvent faire varier les chiffres. Moi, j'ai relevé, Dominique Nguyen nous parlait de la démographie et des populations défavorisées qui étaient plus enclins à être contaminés parce qu'ils vivent dans des espaces plus clos, parce que aussi dans les périodes de confinement, ils ont été bossés. Hein. C'est ce qu'on appelle les premiers de corvée. Il y a le système de santé d'un pays à l'autre qui est pas la même. Il y a la répartition des comorbidités. Il y a la répartition démographique des pays jeunes, des pays moins jeunes. Il y a la vie sociale. Donc tout ça, c'est autant de données qui finalement seront peut-être à l'heure du big data intéressantes à collecter pour en tirer des enseignements non seulement au niveau de la Covid, mais en termes épidémiologiques en général. Est-ce que j'ai raison de dire ça ou est-ce que c'est vraiment trop compliqué de compiler tout ça? C'est très, très compliqué. C'est des données qui doivent être synthétisées, regroupées pour après en sortir des informations claires et précises. Parce que simplement, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas se noyer avec des chiffres dans tous les sens. Pour finir, on a l'impression qu'on ne sait plus rien, quoi. Très concrètement, actuellement, on va dire dans l'urgence, il y a un chiffre qui est important. C'est le nombre de cas par PCR, avec un chiffre difficile à analyser parce que ça change en fonction de la politique de test, de la capacité laboratoire, mais surtout le nombre d'hospitalisations. C'est est-ce qu'on va réussir à faire baisser dans les 3 semaines qui viennent. Donc là, on a un indicateur au niveau national, nombre d'hospitalisations. Est-ce que ça continue à monter de façon exponentielle ou est-ce qu'on arrive à casser la progression? Donc c'est l'indicateur clé pour ce qui est de savoir si le nouveau confinement fonctionne ou pas. Alors on me dit à la suite des mesures prises par chacun des pays d'Europe lors de la première vague, sait-on est-ce qu'on a tiré des conclusions pour l'explosion de l'épidémie? Les conclusions qu'on a tirées, c'est que dans tous les pays, ils ont pris les mesures de confinement ont été prises à quelques jours d'écart, mais dans tous les pays, le nombre d'hospitalisations a baissé assez précisément 15 jours après le début du confinement. Donc, ça veut dire que dans tous les pays, le confinement a été efficace, très, très efficace, quoi. Après, ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'est est-ce que des mesures intermédiaires entre la vie normale et le confinement total sont efficaces ou pas. Donc, pour l'instant, les mesures intermédiaires qui ont été faites au cours de l'été et sur le mois de septembre, octobre, il semble bien qu'elles n'aient pas été suffisantes. Est-ce que le confinement, nouvelle version qu'on commence à vivre depuis hier, va être efficace? Eh ben, ça, malheureusement, on ne le saura que dans 3 semaines. Dominique Nguyen, on a beaucoup évoqué les comorbidités. Donc, dans les comorbidités, on a parlé de l'âge, ça, on n'y peut pas grand-chose. Par contre, on a parlé du diabète, on a parlé de l'hypertension non traitée et on a parlé de l'obésité. Ça, c'est des facteurs sur lesquels on peut agir, on peut intervenir. Et pour le coup, ça s'appelle la médecine préventive. Donc, est-ce qu'il y a un énorme chantier, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans ce domaine de la médecine préventive qu'on n'a jamais véritablement investigué en France? Nous, en France, on est plutôt sur un système de médecine curative, mais la médecine préventive, c'est pas vraiment dans notre culture. Donc, est-ce que l'épidémie de la Covid met en évidence l'importance de la médecine préventive? Alors effectivement, je pense qu'il y a un facteur sur lequel on peut intervenir, c'est probablement l'obésité. Et on a bien vu que l'obésité était un facteur aggravant dans cette épidémie.
En particulier aux États-Unis, où, comme tout le monde le sait, il y a énormément d'obèses et des obésités qui sont vraiment très très importantes, au-delà des 120 kilos que j'avais pris comme limite. Et on s'est rendu compte que ces populations, qui sont en général des populations assez pauvres, que ce soit aux États-Unis ou par exemple au Mexique, où il y a eu énormément de décès également, on doit pouvoir. Alors, il faudrait. En France, on estime qu'il y a à peu près 8 millions d'obèses, donc 12% de la population. Dans la clinique où je travaillais antérieurement, au Centre cardiologique du Nord, on avait déjà ouvert il y a à peu près une quinzaine d'années une consultation d'obésité. Donc c'est un problème qui, à mon avis, doit être pris en main par les autorités sanitaires, parce que à partir du moment où vous avez une obésité, vous avez d'autres facteurs de comorbidité qui interviennent, comme l'hypertension artérielle ou comme le diabète. Et tout ça, ce sont des facteurs qui sont extrêmement nocifs, qui coûtent très très cher et qui, en cas de pandémie, conduisent vraiment à des catastrophes. On nous dit aussi, Vincent Hovigne, plus on teste finalement, et plus on teste et plus il y a de cas. Alors, il faut peut-être revenir sur la notion que vous avez développée tout à l'heure de ratio et d'exposants et de dénominateurs. Les statistiques sur le nombre de tests sont très très compliquées. Donc là, pourquoi est-ce qu'on en a quand même besoin? C'est parce que la statistique de référence, en fait, celle qui est la plus fiable pour comparer d'un pays à l'autre, pour comparer dans le temps, c'est le nombre d'hospitalisations. Au moins, comparé au moins en Europe et dans les pays développés. Mais le problème des hospitalisations, c'est qu'elles arrivent 15 jours après les cas. Donc, c'est un délai très long pour prendre des décisions. Donc, alors que les tests PCR, eux, ils vont être positifs 2 à 3 jours après la contamination. Donc, on en a besoin, mais ils sont très compliqués à interpréter parce que la politique de test change. Donc, au départ, on n'avait pas de test. Après, on a commencé à en avoir. On a testé au cours de l'été, c'était un peu open bar, tout le monde pouvait se faire tester. On a vu que fin août, début septembre, les laboratoires explosaient parce qu'ils ne pouvaient plus assurer les prélèvements et les analyses. Donc après, ça a été un peu recentré sur une ordonnance. Donc pour un épidémiologiste, c'est très compliqué d'en tirer des indicateurs fiables. C'est pour ça qu'il y a un indicateur qui a été fait aussi, qui est le pourcentage de positivité parmi les tests. Donc là aussi, c'est sujet à caution parce que ça dépend de qui on va tester. Si je teste que les gens qui ont des symptômes, évidemment, je vais avoir un pourcentage plus élevé que si je prends des gens au hasard dans la population. Donc, c'est sujet à caution. On n'aime pas tellement ça en tant qu'épidémiologiste, mais quand même, ce qu'on peut voir, c'est que pour ce qui s'est passé depuis juillet jusqu'à maintenant, l'évolution du taux de positivité sur PCR a été suivie par l'évolution du nombre d'hospitalisations dans les 15 jours qui suivent. Donc, on est bien sur un indicateur qui a du sens. Il est peut-être pas très précis, il a du biais, mais il a un vrai sens biologique. J'ai une dernière question avant qu'on se quitte pour cette première session et que on entame la session sur la prise en charge et le point des connaissances. J'ai une dernière question qu'on me pose sur Internet, c'est quel est l'effet des températures sur le virus? En clair, pourquoi ça diminue quand il fait chaud et pourquoi ça augmente quand il fait froid? Alors, là, je crois que c'est un sujet qui est assez controversé et assez mal connu. Moi, ce que j'en retiens, c'est que tous les virus respiratoires, comme celui de la grippe ou celui du coronavirus, on peut être malade été comme hiver de la même façon, si une fois qu'on est contaminé. Par contre, le risque de contamination est beaucoup plus important à la mauvaise saison, parce que les conditions atmosphériques de froid dans l'air, d'humidité sont plus favorables à la conservation du virus et qu'on vit beaucoup plus à l'intérieur. Donc, il y a une promiscuité plus forte qui va augmenter les risques de contamination. Donc, c'est une augmentation du risque
de contamination, plus qu'une augmentation de la dangerosité du virus. Je vous remercie tous les deux, Vincent Vigne et Dr Dominique Nguyen, d'avoir participé à cette première table ronde. Merci beaucoup. À très bientôt. Je rappelle qu'on peut voir vos interventions en replay, notamment pour ceux qui veulent revoir les PowerPoint et regarder en détail le contenu des communications. Donc vous allez pouvoir voir ces communications en replay sur le site des entretiens médicaux d'Anguin à partir de la semaine prochaine. Voilà, merci à tous les deux. Maintenant, merci à tous les deux. À bientôt, au revoir. Les entretiens médicaux d'Anguin avec AG2R La Mondiale.